Oui, 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 Ok, super. vous voyez bien. Donc, oui. Et je vous nomme animateur, comme ça vous avez la main pour le partage Ok, d'écran. d'accord. Voilà. Donc, bonsoir à toutes et tous, ceux que je ne connais pas. Donc, moi, je suis neuropédiatre et donc je travaille à Necker Enfants Malades et donc je suis je suis très en lien avec la CDK5 Alliance francophone et aussi avec l'Alliance internationale, la Luz Foundation. Et c'est vrai que ce que je disais donc à Audrey et Sarah, c'est qu'il me semblait important que vous soyez au courant de ce qui se développe, parce qu'on parle d'essais thérapeutiques. On a eu la chance d'avoir un centre investigateur pour la ganaxolone, et c'est vrai que certains d'entre vous ont pu bénéficier du traitement, mais c'est vrai que c'est intéressant que vous soyez au courant des différentes avancées. Et parmi les différentes avancées, donc il y a cette étude qui est une étude que vous allez voir qui a pour but de caractériser l'histoire naturelle de la maladie. Parce que quand on développe un traitement, eh ben, il faut qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on va mesurer l'efficacité du traitement. Et dans toutes ces maladies rares, en fait, on n'a pas d'échelle pour mesurer l'efficacité du traitement. Et donc, on a besoin d'études d'histoire naturelle. Et c'est comme ça que cette étude d'histoire naturelle a été proposée à l'échelle internationale. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs centres investigateurs dans le monde entier. Et donc, on va faire partie en France de cette grande aventure. Et l'idée, c'était de vous faire partager ce qui va être notre action à l'échelle de la France. Donc, du coup, je vais partager mon écran. Comme ça, vous allez voir le diaporama qui est là. Alors, juste une petite chose qu'on a oublié de préciser. Vous pouvez écrire toutes vos questions dans le chat. Il est en bas de l'écran et on y répondra tout à la fin. Merci beaucoup. Alors, attendez, hop, j'ai juste un petit souci, c'est que je suis pas au début. Voilà, il faut que je mette au début. Voilà, ok. Donc, vous voyez mon écran là? Oui, super. Ok, parfait. Donc, notre centre investigateur, donc le centre de Necker, a été ouvert au mois de décembre pour cette étude, dont je vais vous présenter le protocole. Donc, en gros, je vais vous raconter un petit peu comment se passe ce protocole et les différents éléments qui vont être mesurés dans notre étude. Et puis après, on discutera des conditions d'inclusion. Alors, je me permets quand même de rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, mais à mon avis, vous connaissez tous un peu le syndrome CDKL5 et vous savez par vos différents enfants que c'est une maladie dont le spectre est très large, avec des patients des enfants qui peuvent avoir un déficit intellectuel et une épilepsie pas très sévère, et d'autres enfants qui peuvent avoir un polyhandicap avec une épilepsie sévère et d'autres signes en particulier visuels et gastro-intestinaux qui peuvent clairement altérer la qualité de vie de ces enfants. Vous savez aussi qu'aujourd'hui, on n'a pas de traitement approuvé pour cette maladie. Et surtout, ce qui nous pose un problème, c'est que alors que les chercheurs essayent de développer de la thérapie génique, des oligonucléotides anti-sens et d'autres traitements très spécifiques de la maladie, même si toutefois il y en avait un qui sortait, on n'a pas les moyens de mesurer l'efficacité du traitement en dehors de compter les crises. Et ça, c'est un énorme problème parce que quand on a un traitement qui est efficace sur des cellules ou sur des souris ou sur n'importe quel modèle, la première chose que les agences nous demandent, c'est qu'est-ce que vous allez mesurer comme efficacité du traitement. Donc, et comme notre but, ça n'est pas de contrôler seulement les crises, mais vraiment de contrôler la maladie entière, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait développer une échelle d'efficacité. Alors, donc, on sait que, donc ça vous le savez très bien, que l'un des éléments clés de la forme classique, puisque c'est vraiment seulement la forme classique du CDD, donc du CDKL5 déficient syndrome, c'est l'épilepsie, avec une épilepsie qui est assez caractéristique, mais qui ne touche pas tous les enfants de la même manière, avec des spasmes infantiles qui répondent parfois au traitement, une encéphalopathie épileptique et parfois, et souvent, une épilepsie pharmacorésistante quand les enfants deviennent adultes. On sait aussi qu'il y a ce qu'on appelle des crises hypermotrices où les enfants s'agitent un peu dans tous les sens et qui sont très spécifiques à cette maladie. Et donc, comme je vous disais, notre but, c'est de mesurer l'efficacité d'un traitement, si toutefois il y en a un, avec une mesure d'efficacité sur les crises, parce que ça, il suffit de les compter et de les reconnaître, mais également sur la fonction motrice, sur la fonction de communication, sur la fonction gastro-intestinale de ces enfants. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui permet de mesurer ça. Alors,
Si on fait juste une petite overview de ce qui est en cours de développement dans le CDKL5, dans les traitements, il y a donc des efforts de développement de thérapie génique avec ce qu'on appelle des AAV, c'est-à-dire des virus, adénovirus, qui ont pour but de remplacer la copie malade du CDKL5 par une copie neuve. Et aujourd'hui, il y a des essais précliniques, en particulier chez l'animal et dans les modèles cellulaires, avec une potentielle d'amélioration dans le phénotype moteur, cognitif et comportemental des modèles de CILID. Donc, il y a un clair enthousiasme pour dire que potentiellement, un jour, ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, mais en tous les cas, il y a des virus qui pourraient corriger la maladie ou améliorer la maladie. Il y a également un effort pour essayer de développer des enzymes de remplacement. Donc là, ce ne sera pas un traitement qui corrigera complètement la maladie, mais qui pourra améliorer les choses. C'était par exemple le cas de la ganaxolone. Il y a d'autres traitements qui ont pour but d'agir seulement sur l'échodostope. Et donc là, c'est seulement une partie des enfants qui sont porteurs d'une mutation où il y a une coupure complète de CDKL5 qui pourrait être candidat. Et enfin, ce qui est encore plus enthousiasmant à ce jour, c'est de réactiver l'X sain, parce que vous savez que dans les maladies de vos filles, parce que je ne parle pas des garçons, on a 2 X, on a un X sain et un X malade, et finalement, la mutation, elle est seulement sur un des chromosomes. Donc, on pourrait très bien imaginer qu'en réactivant l'X sain par des stratégies génétiques, on pourrait corriger la maladie. Et ça, c'est ça qu'on appelle le X-chromosome reactivation, qui consiste à réactiver l'X qui est sain, mais qui est silencieux, par des oligonucléotides antisens, et ce qui permettrait de corriger le déficit de l'X malade. Bon, ça c'est en gros ce qui est en cours de développement. Évidemment, encore une fois, on est en préclinique, donc il n'y a rien qui est développé chez l'enfant actuellement et chez l'humain de façon générale pour ces maladies, mais c'est les pistes thérapeutiques qui sont en cours de développement dans différentes unités de recherche. Alors, l'idée de cette étude CANDIDE, alors CANDIDE, c'est pour Clinical Assessment of Neurodevelopmental Measure in CDD, ça veut dire en gros l'évaluation clinique des mesures d'efficacité neurodéveloppementale dans le CDKL5. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Un premier groupe qui va s'occuper du management des échelles, un consortium qui va standardiser la collection des études cliniques, et puis d'autres qui sont plutôt dans l'opérationnel, c'est-à-dire une pharma qui va nous aider pour l'organisation de l'essai de façon générale. Alors, comment ça va se dérouler cet essai? Alors, vous voyez, ça, c'est une diapositive qui va vous permettre de comprendre comment les choses vont être organisées. La première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est ce qui est dans le petit schéma en bas, qui est qu'on va évaluer d'une part la qualité de vie par un questionnaire, la qualité de sommeil par un autre questionnaire, la cognition, c'est-à-dire en gros l'intelligence ou la capacité d'interaction des enfants par des mesures directes, ce qu'on appelle le cortical visual impairment, c'est-à-dire l'altération du contact visuel et le déficit visuel de ces enfants par une observation clinique et un questionnaire qui va être sur le comportement, un questionnaire et un examen clinique pour tout ce qui concerne l'examen moteur, et pour les crises, un calendrier de crise qui va être basé sur la fréquence des crises et le type de crise, qui va être rempli d'une part par les médecins et d'autre part par les parents. Et les parents vont eux-mêmes être formés à l'analyse des crises de manière à ce qu'on standardise bien ce qu'on attend en fait. C'est-à-dire que les parents doivent être absolument experts du phénotype des crises comme les médecins. Alors, comment ça va se passer? Sur la petite flèche, vous voyez, on a ce qu'on appelle une baseline. La baseline, c'est avant l'inclusion, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des familles des familles et des enfants pour savoir d'abord s'ils sont prêts à s'engager dans cet essai. C'est extrêmement important de savoir ça parce que c'est très contraignant. Vous voyez, tous les 3 mois,
en gros, il y a quelque chose. C'est-à-dire pendant à peu près 3 ans, on va screener, faire répondre à des questionnaires, faire des examens cliniques et parfois même des électroencéphalogrammes, des études neuropsychologiques chez ces enfants. Et donc, pendant la baseline, toutes les familles qui vont nous dire on est prêt à s'engager, eh ben, on va vérifier avec eux individuellement, qui sont prêts à s'engager et qui savent exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en gros, les vacances au ski, ça peut être compliqué, les vacances l'été, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, l'idée, c'est que pendant 3 ans, on est sûr que ces enfants-là, on pourra les suivre et qu'on aura le moins de sorties d'études possible. Parce que si on a une sortie d'études, c'est une place qui est perdue. Et vous allez voir que dans le monde entier, il n'y a pas beaucoup de place. Et donc, on veut vraiment que toutes les familles qui s'engagent, elles s'engagent de A à Z. Donc, ça veut dire quoi, vous voyez? Donc, on va avoir ce screening, cette période de baseline où, en gros, on va donc screener les patients et les interroger, vérifier qu'ils sont prêts. Une fois ils ont passé cette baseline, on va les inclure dans l'essai. Et vous voyez, on aura des visites à 3 mois, plus ou moins 10 jours, 6 mois, plus ou moins 10 jours, 9 mois, plus ou moins 10 jours, 12 mois, plus ou moins 10 jours, 18 mois, plus ou moins 1 mois, 24 mois, plus ou moins 1 mois, etc. Jusqu'à 36 mois. Et certaines visites vont être faites à la maison, c'est-à-dire en gros, ça va être un entretien téléphonique. Et la majorité des autres, ça sera à l'hôpital, dans le centre d'investigation clinique. L'objectif de cette étude, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, mais c'est de façon très claire, l'objectif, c'est de tester la faisabilité de tests neurocognitifs pour les enfants CDKL5, c'est-à-dire est-ce que les échelles qu'on va proposer sont les bonnes et les tests qu'on va proposer, les échelles, avec comme but que dans le monde entier, on puisse utiliser les mêmes échelles pour faire des essais multicentriques et multinationaux, parce que quand un médicament va sortir, eh bien, on va essayer en même temps, en Europe, en Australie, aux États-Unis, les médicaments. Et donc, il faut qu'on ait exactement les mêmes échelles pour mesurer l'efficacité de nos traitements. Les autres objectifs sont ce qu'on appelle des objectifs exploratoires. Et l'objectif exploratoire, c'est pour la première fois, de mesurer ce qu'on appelle l'histoire naturelle ou l'évolution longitudinale des enfants, c'est-à-dire comment ils évoluent sans qu'on mette de traitement, puisque là, à ce stade, pendant l'étude quantitative, pendant 3 ans, on ne va pas mettre de traitement spécifique à cette maladie. On va les regarder, on va photographier la maladie dans différents pays du monde pour voir comment un nombre donné de patients, c'est 110 patients, on va les suivre et on va voir comment ils évoluent sur 3 ans. Et comme ça, on va voir l'influence de l'âge, l'influence du genre aussi, puisqu'on inclura garçons et filles, sur les tests neurocognitifs et sur les échelles, des échelles qu'on va proposer. L'autre chose qu'on va regarder également, c'est finalement de voir si les enfants plus épileptiques ont plus de troubles du comportement ou à l'inverse, moins de troubles du comportement. Est-ce que le sommeil est en lien avec l'épilepsie, en lien avec les fonctions cognitives? Est-ce que l'atteinte motrice aussi est en lien? Et en fait, essayer de voir s'il y a un lien entre les différents symptômes de la maladie et qu'est-ce qui peut les influencer. Et enfin, on va beaucoup regarder l'échelle de cortical visual impairment, c'est-à-dire l'échelle visuelle, parce que c'est une échelle sur laquelle on investit beaucoup, parce qu'on considère que si on pouvait mesurer l'efficacité, la différence de comportement visuel chez ces enfants avant et après traitement, ce serait un outil très fort pour mesurer l'efficacité d'un traitement en dehors de l'épilepsie et qui serait très spécifique au CDI. Alors, si on est très concret, voilà ce qui est prévu comme dans le monde entier comme étant les critères d'inclusion. Il est prévu qu'on inclue autour de 100 patients dans le monde, garçons et filles, entre 0 et 55 ans, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Et UAE, je ne sais plus ce que c'est exactement. Mais une chose est sûre, c'est ce qu'on appelle un recrutement compétitif. C'est-à-dire que si dans le monde entier, les 100 sont inclus avant nous, eh ben, on n'aura pas de place. Là, on sait, je vais vous montrer quels sont les centres qui sont ouverts. Donc, on a largement le temps pour inclure nos patients. Et on s'est engagé pour 5 patients et les faire bien. Et l'idée, c'est qu'on arrive à faire 5 patients au minimum pour cette histoire naturelle. Les critères d'inclusion, c'est les suivants. C'est un diagnostic de CDD avec une mutation pathogène,
un âge entre la période néonatale et 55 ans, des parents qui sont d'accord pour donner le consentement et surtout être prêts à s'engager à ces visites tous les 3 mois avec les différentes, on appelle ça, avec les différentes échelles d'évaluation. Et des parents qui peuvent être joignables et qui vont surtout pouvoir répondre aux questions qui sont en particulier sur les crises. Alors, si les critères de non-inclusion, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire un patient pour lequel on n'est pas sûr que ce soit un CILI ou si un CILI avec une autre maladie, ce qui n'est pas le cas de vos enfants, des enfants que je connais en tous les cas, et d'autres situations où les parents finalement ne sont pas volontaires pour participer à ces CCC. Évidemment, c'est quelque chose qui est très volontaire, hein. Les parents s'engagent et c'est eux qui décident. Et si à tout moment ils veulent retirer leur consentement, c'est le choix de l'enfant et des parents. Nous, on n'imposera jamais, et c'est de la loi c'est la loi d'éthique de base, c'est on n'imposera jamais à un enfant à ses parents de participer à un essai et ils peuvent enlever leur consentement du jour au lendemain et c'est OK, hein. Alors, vous voyez les différentes échelles qu'on va mesurer. Vous voyez, on va avoir des échelles cliniques, c'est-à-dire qu'on va interroger les parents sur l'histoire naturelle, on va examiner les enfants, on va évaluer le type de crise, la fréquence des crises, la durée des crises, du point de vue des parents et du point de vue des parents caregivers, enfin bon, les personnes qui s'occupent des enfants, avec un calendrier de crise. Et puis, on va évaluer la durée de sommeil et la qualité du sommeil par une échelle que les parents vont remplir. Les performances cognitives, on va faire des échelles qu'un psychologue va faire chez ses enfants qui vont être inclus. Et ça va être l'échelle de Belaise ou une échelle de Wechsler. C'est des échelles très simples où on va essayer d'évaluer la communication, l'appréhension volontaire, la fonction motrice chez les enfants au cours du temps, justement pour les voir l'histoire naturelle. Les échelles de comportement vont également être faites. Et là, ça va être, comme vous voyez, ça va être des échelles qui vont être remplies par les parents pour nous donner la checklist des comportements aberrants. Si elle ou il crie beaucoup, si elle ou il mord, etc. Enfin, tous les comportements aberrants vont être listés. On va également tester la fonction motrice avec une échelle de motrice qui va être faite par un kiné, l'échelle de visuel qui va être faite par le clinicien, et puis une échelle d'impression globale d'amélioration ou de changement qui va être remplie par les parents. Et enfin, une échelle de qualité de vie que les parents vont régulièrement remplir pour qu'on essaye de voir sur 3 ans comment la qualité de vie varie de façon spontanée. Et ça, c'est extrêmement important parce que si elle varie de façon spontanée, ça veut dire que si on met en place un traitement, il faut qu'on sache que cette variation, elle peut être aussi liée à rien du tout et pas forcément au traitement. Alors, donc vous voyez, quand on regarde le schéma, le programme en fait de ces enfants-là, vous voyez que pendant la baseline, entre la première et la quatrième semaine, quand on va screener les enfants, on va faire toutes les échelles qu'on a prévues, c'est-à-dire, vous voyez, à la fois l'examen clinique, mais aussi les échelles de comportement, les échelles d'épilepsie, les échelles de sommeil, les échelles de qualité de vie. Tout ça, ça va être évalué à la baseline. Et puis, à 3 mois, on ne va pas tout faire et ce sera remote, c'est-à-dire que ce sera à la maison. À 6 mois, ils reviennent au centre d'investigation clinique pour faire quasiment tout. À 9 mois, ce sera à distance aussi. Et puis à 12 mois, 18 mois, 24 mois, c'est pareil. À 30 mois, c'est aussi une évaluation allégée. Et puis, à 36 mois, c'est l'échelle finale. Donc ça, l'idée, c'est vraiment de présenter ça aux parents comme étant notre feuille de route. Et le but, c'est qu'on remplisse tout ça pour qu'on puisse décrire au mieux l'histoire naturelle de ces enfants. Alors, on est dans une étude, ce qu'on appelle observationnelle, parce que finalement, on ne met pas de médicaments, on ne fait rien de particulier, mais malgré tout, il peut y avoir des effets adverses. Vous imaginez bien que quand on balade un enfant qui pourrait faire 100 km pour faire une étude observationnelle, s'il fait une pneumopathie de déglutition, s'il est constipé, s'il est somnolent parce qu'il fait trop de visites, par exemple,
on va considérer que c'est un effet adverse de notre étude observationnelle. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant qu'investigateurs, on va être obligés de déclarer comme étant, oui, quand on balade un enfant de ce qui fait 100 km, il peut avoir des effets adverses et potentiellement des effets adverses sérieux qui peuvent le conduire à la sortie d'études. Donc ça, c'est important parce que là aussi, on est sans médicaments. Donc si on a trop d'effets adverses sans médicaments, vous imaginez bien que ça veut dire que si on met en place un essai médicamenteux, on fera en sorte que ce soit dans un périmètre très court. Si par contre, quand on balade un enfant tous les 3 mois et qu'il n'y a aucun effet adverse qui est lié au transport, là, on pourra dire, OK, quand on fait une étude clinique, on peut imaginer que les enfants, on leur fera faire 100 km, il n'y aura pas de problème pour eux. Alors, si donc là, c'est quelque chose, ça c'est pour je vous ai dit, il y a 100 enfants en France qui sont prévus et vous voyez, il y a 23 sites qui ont été, ouverts ou qui sont éligibles, 9 aux États-Unis comme vous voyez, 2 au Canada, 2 au Royaume-Uni, 3 en Espagne, 1 en France, 2 en Allemagne et 4 en Italie. Chacun va s'engager à un nombre donné de patients. Et voilà, c'est les Émirats arabes unis qui vont ouvrir après. Donc, vous voyez, l'idée, c'est qu'on en aura 100 au départ. 110 sont screenés. Ça veut dire que potentiellement, on estime qu'on aura 10% qui vont nous dire « Ah bah oui, on a été screené, mais on sent bien qu'il va y avoir, on va pas pouvoir tenir ». C'est ce qu'on dit. On dit il faut toujours 10% de plus pour pouvoir être certain d'avoir le nombre à la fin. On espère donc on estime dans tous les essais qu'on aura un drop-out, c'est-à-dire en gros des patients ou des familles qui vont nous lâcher au cours d'études de 30% pour qu'à la fin, on espère avoir 70 patients qui vont nous permettre de décrire l'histoire naturelle. Chacun des sites s'est engagé à 4 patients par site et nous, on s'est engagé à 5 avec des groupes d'âge qui vont être 0-2 ans, 2-5 ans, 6-12 ans et 13 ans et plus, avec ce qu'on appelle un recrutement compétitif, comme je vous ai dit. Si on arrive à 100 avant que le centre, je ne sais pas, même des Émirats arabes unis ouvre, on dira, écoutez, on ne peut pas vous ouvrir. Et donc, c'est le plus vite, en fait, le plus vite on inclut les patients et le plus vite on finit cette étude, mieux c'est pour la communauté parce qu'évidemment, plus vite on a cette information, plus vite quand on veut développer un traitement, on pourra développer des échelles. Alors, attendez, j'ai perdu mon échelle. Alors, vous voyez, ce qu'on s'est donné comme dans le monde entier, ce que le Lulus Foundation nous a donné comme timeline, en tout cas comme programme, c'est le protocole a été finalisé le 24 janvier 2022. Les premiers sites sélectionnés étaient en 16 février 2022. On a été sélectionné comme tous les autres sites avant le 23 juin 2022 et le premier patient à être inclus a été inclus aux États-Unis le 30 septembre 2022 et il est prévu que le dernier patient inclus soit le 20 octobre. Vous voyez, donc il va falloir qu'on aille assez vite. Et nous, on doit commencer là dans le mois qui suit. En gros, on a un peu moins de, oui, parce que là, on a une dizaine de mois pour inclure nos patients. Et puis après, on va finir. Le but est de finir le dernier patient le 16 octobre 2026 pour que on puisse finir et publier les données et pouvoir les donner à disposition des chercheurs en décembre 2026. Donc, il y a des choses qu'il faut. Donc, le consentement, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qu'on fera signer aux familles qui s'engagent. C'est un consentement où on va expliquer de façon claire, comme je vous l'explique, peut-être avec encore plus de détails, mais le but, c'est que les familles soient parfaitement informées de ce qu'on va leur demander, de l'engagement qu'on leur demande, et qu'elles sachent aussi que si toutefois c'est trop lourd pour leur enfant ou pour une raison X ou Y, il y a trop de crises, ou il y a quelque chose qui fait que c'est plus possible pour eux, ils ont toujours la possibilité de retirer leur consentement, mais tout en sachant que le but, c'est quand même qu'à la fin, on en est tous collectivement dans le monde entier 70, donc il faut qu'on ait le moins de drop-out possible. Donc, on va essayer à la fois de laisser le libre arbitre aux familles parce que c'est extrêmement important, c'est la santé de leur enfant, mais à la fois que, on puisse avoir un maximum d'enfants qui va jusqu'aux 36 mois d'études.
Alors ça, c'est les good practices. Donc ça, évidemment, on est tous formés aux bonnes pratiques. Toutes les personnes que vous rencontrerez au cours de l'étude connaissent les bonnes pratiques des investigations cliniques. C'est pas, on ne prendra jamais un enfant comme un cobaye. On respectera toujours la santé de l'enfant devant l'intérêt de l'étude. Et ça, vous verrez que tout au long de l'étude, c'est quelque chose qui sera notre petite lumière. C'est bien sûr, on a une question scientifique, mais avant tout, c'est la santé des enfants qui nous importe. Et donc, si jamais on voit que c'est trop dur pour les enfants, on s'arrête. Donc ça, c'était les effets adverses dont je vous ai parlé. Alors un truc qui est important, c'est, les crises. Donc on va inclure des enfants épileptiques et non épileptiques, hein. Il n'est pas question de penser que, l'étude Candide, elle est que pour les épileptiques, hein. La maladie, elle se caractérise par des enfants qui sont libres de crise, d'autres qui sont très pharmacorésistants et comme la maladie, c'est tout ça, et ben, on inclura les enfants avec une mutation CDKL5, quelle que soit leur expression clinique. Mais pour ceux qui ont une épilepsie, on a comme objectif d'harmoniser la façon dont on caractérise les crises. Vous savez, vous avez tous un épileptologue qui vous dit bah, racontez-moi comment est la crise. Et à la fin, eh ben, une fois que les parents nous ont raconté comment est la crise, eh ben, on va qualifier la crise de tonique, spasme, hypertonique. On est obligé de la mettre dans un petit tiroir qui va être le type de crise. Et l'idée, c'est qu'on ait tous le même tiroir. C'est-à-dire que moi, quand je vais voir un patient, je vais décrire la crise comme étant une crise tonique. Il faut que ce soit la même chose à Chicago, à Brisbane, à Rome ou à Berlin. Donc l'idée, c'est que tout le monde, les parents et les cliniciens, soient formés à une classification des crises qui soit la même. Donc, il y a un consortium donc, on a déjà fait ça pour les patients qui ont été inclus dans l'étude de la ganaxolone. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, Malice pourra vous raconter, enfin, la Luna peut vous raconter, ou la Monarwen aussi. Là, il fallait remplir un carnet de crise et ce carnet de crise, il était réexpertisé par le consortium qui nous disait ça c'est bien classé, ça c'est pas bien classé. L'idée, c'est qu'à la fin, dans le monde entier, on a la même façon de caractériser les crises. Et donc, vous voyez, quelle crise peut être considérée comme comptable? Est-ce que c'est une vraie crise? Est-ce que c'est une pseudo-crise? C'est des choses on va former les familles à ça. Et nous, médecins, on est déjà formés. Pour avoir, d'une part, la classification des événements non épileptiques et des événements épileptiques dans notre carnet de crise et qu'on fasse bien la différence entre ce qu'on appelle des comportements moteurs répétitifs, qui peuvent être des stéréotypies finalement, et ce qui est vraiment des crises. Évidemment, là aussi, on forme les cliniciens et les parents à tout ce qui est non épileptique, comme des phénomènes de reflux qui peuvent donner des malaises, et donc, des phénomènes respiratoires, des grincements des dents, des rires immotivés ou des pleurs immotivés, ou des réveils nocturnes qui parfois font un peu réfléchir, est-ce que ce réveil nocturne, c'est une crise ou pas une crise? Et l'idée, c'est vraiment qu'on soit le plus précis possible dans ce qu'on va qualifier d'épileptique et non épileptique. Donc, vous voyez, on va avoir un standard, on va avoir un document à remplir pour pouvoir les décrire. Et les parents vont avoir un carnet de crise, vous voyez, où on va leur dire, est-ce que c'est une absence? Est-ce que c'est une chute atonique est-ce que c'est une crise atonique où le tonus diminue avec ou sans chute? Est-ce que c'est une crise clonique? Est-ce que c'est une crise tonique? Est-ce que c'est une crise focale? Est-ce que c'est des spasmes? Et tout ça, les parents vont être parfaitement formés à ça, de manière à ce que, on parle le même langage. Et quand on écrit l'histoire naturelle et qu'on dit que les enfants CDKL5 ont des absences atypiques, c'est les mêmes dans le monde entier, qu'on n'est pas en train de dire, voilà, c'est un truc, c'est notre cuisine à nous, et c'est vraiment quelque chose qui sera dans le monde entier. Alors, hop, ça c'est ce que je suis en train de vous dire, avec ce phénomène-là, ce type de document qu'on va remplir et qu'on va centraliser pour l'étude internationale. Alors,
voilà, encore un document qui va être vraiment un training. Donc, les parents vont avoir une formation qui va être en ligne où on va leur donner, vous voyez, ils vont apprendre à coder, ils vont apprendre à compter, ils vont apprendre à mesurer la crise, ils vont nous dire s'ils ont utilisé un traitement de type Bucolam ou Valium, on est obligé d'hospitaliser l'enfant. Et ça va être des choses qu'on va collecter avec les familles. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur cette étude et ce qui me semble important que toute la communauté CDKL5 connaisse sur cette étude Candide qui va commencer. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a 5 places. Notre but à Béatrice et moi, c'est que vous soyez tous informés et que on puisse, à travers l'alliance, commencer à voir quelles sont les familles qui seraient candidates et que vous réfléchissiez. Il n'est pas question que vous nous disiez moi je veux, mais plutôt qu'on essaye de voir comment on organise les choses à travers on peut en discuter, mais probablement une adresse mail où vous allez nous dire moi je suis volontaire, je voudrais être prescreenée pour pouvoir participer à l'étude, je veux en savoir plus, ou au contraire, si vous n'êtes pas du tout partant parce que la maladie est déjà lourde pour vous, vous n'êtes pas prêt à faire tout ça, et à ce moment-là, on vous tiendra au courant évidemment des résultats de ce qu'on aura de cette étude d'histoire naturelle, mais bon voilà, c'est trop dur pour vous, donc vous ne participez pas. Mais notre but aujourd'hui, c'était de vous présenter cette étude, que vous sachiez que dans la communauté CDKL5, on avance, des petits pas par petits pas, mais voilà, on avance en tous les cas. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous écoute pour vos questions. Sarah, je vous laisse la parole. Vous pouvez peut-être me redonner la main. Comment je fais? Vous cliquez sur le Arrêtez côté le de partage. mon… Voilà. J'arrête le partage. Voilà, apparemment, Là, c'est vous. Voilà, ça doit être moi parce que du coup, je vais pouvoir réouvrir les micros des personnes que j'ai fermées. Je propose aux parents parce qu'il n'y a pas eu énormément de questions. Les rendez-vous se situent à Necker. Combien de temps durent les examens? Est-ce qu'un enfant n'ayant plus de crise temporairement est intéressant pour l'étude? Oui. Voilà. Et j'avais aussi une question, c'est est-ce que les familles ont un compte-rendu sur les tests que les enfants vont passer? Alors, il y a plusieurs questions. Donc, la première, Oui. c'est est-ce que… Où ça se passe? Donc, ça se passe… Et la durée? Donc, où ça se passe à Necker. Et c'est donc du coup un suivi qui va durer 3 ans. Comme je vous l'ai mis sur la flèche, vous vous souvenez? Inclusion Oui, pendant 4 semaines. Dans la journée où ils viennent. Ah, donc c'est la journée entière. Journée entière. Je pense que c'était peut-être là le sens de la question, si je ne me trompe Exactement, c'est pas. la journée entière et parfois parce que ça peut être la journée entière et dans les grosses, alors il peut y avoir aussi, il peut y avoir 2 jours parce que quand il y a beaucoup d'échelles et qu'on considère que ça peut être très fatigant, il est possible qu'on fasse la veille et le lendemain parce que si on leur fait l'échelle motrice plus l'échelle neuropsychologique et on a discuté avec le labo pour pouvoir proposer aux familles la maison des familles ou un hôtel de manière à ce qu'elles puissent, ça fatigue moins les enfants plutôt que de faire une journée complète où ils sont complètement crevés du matin au soir et surtout s'ils viennent de province. Donc, pour certaines visites, en particulier, je crois que c'est 3 mois, 6 mois, enfin les visites où il y a beaucoup d'échelles, ce sera 2 jours avec un séjour qui est pris en charge parce que tout est pris en charge, bien sûr, par l'étude, avec une nuit à l'hôtel ou à la maison des familles entre les deux. Alors, peut-être regrouper la question, est-ce qu'un enfant n'ayant plus de crise temporairement, c'est-à-dire sur les 3 ans, il y a une lune de miel de crise, Oui, et est-ce que s'il y a des changements de médicaments on s'en moque. On s'en On s'en moque. moque complètement. C'est vraiment une étude observationnelle. Ça veut dire qu'on va regarder comment l'enfant se présente avec ses crises et avec ses traitements, quel que soit, oui. Il n'y a pas question, c'est pas une étude c'est pas une étude d'efficacité de médicaments où on n'a pas le droit de changer les traitements. Là, comme on prend une photo de la maladie, il n'y a absolument pas de problème non, ça pose pas de problème. Est-ce qu'on pourra avoir un résumé? Ah oui. Ça a été enregistré, donc on va pouvoir vous donner le lien pour le conjoint.
Ça, c'est moi qui Oui. réponds. Hop, est-ce qu'il y a des molécules qui pourraient être exclues? Par exemple, les Non. benzo il n'y a pas Ah de non. molécules Ah bah non. exclues? Non, 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 puisqu'il y a pas de, c'est pas la question. On fait une photo de la maladie, donc mmh, non, il n'y a pas de. voilà. Vu le nombre de séquelles 5, il risque d'y avoir des enfants provenant des régions. Qu'est-ce qui sera mis en place pour faciliter les déplacements? Alors, normalement, tout ce qui concerne l'essai est pris en charge par l'investigateur. C'est-à-dire, en gros, quand un enfant vient de région et qu'il a le TGV à prendre, qu'il a l'hôtel à prendre et qu'il doit revenir, tout ça, c'est pris en charge. Il y a pas de, il doit y avoir aucune contrainte financière pour des familles qui viennent en région. C'est la seule chose qui, moi, me fait douter d'un gros déplacement, c'est la fatigue des enfants. C'est-à-dire que si on vient de l'autre bout de la France pour venir 2 jours tous les 3 mois, il y a des enfants qui sont très solides, ça pose pas de problème, mais ça peut vite être fatigant au bout de 3 ans, vous voyez? Donc effectivement, c'est ça qu'il faut discuter, et on discutera, hein. Je sais qu'il y a des parents qui sont très volontaires. Moi, je suis toujours partante, mais je me dis: «Il faut faire gaffe» parce que si on fait 3 mois, 6 mois, 9 mois, il y en a qui sont à la maison, mais voilà, il faut juste être conscient que ça peut être 2 jours, un peu intenses, et donc ça peut être compliqué. Mais en termes financiers et de déplacement, il y a aucun problème, c'est pris en charge par l'essai. Heu, Ça va, est-il est-il possible d'inclure des familles belges? en fait, Julie. ouais, ouais, et en fait, le problème, vous allez voir que tous les essais, c'est affilié à la sécurité sociale. C'est un énorme problème. C'est-à-dire qu'en fait, Ah oui, il faut que les patients aient un numéro de sécurité sociale français. Donc on ne pourra jamais inclure les Belges, dans je vais aucun des, que ce soit les essais médicamenteux ou les essais observationnels. est-ce que si on s'inscrit à ce programme, est-ce que l'on pourra s'inscrire aussi sur d'autres programmes de recherche ou essais thérapeutiques? Alors, il y a aucune exclusion à ce jour parce qu'on considère que comme il y a pas de médicaments, il y a pas de raison que ce soit une contrainte. Par exemple, mais il faudrait que je me renseigne parce qu'effectivement, dans les choses qu'on a, donc vous savez qu'il y a l'essai fenfluramine qu'on attend, il y a la fenfluramine qu'on attend depuis maintenant un petit bout de temps. Dans les CDKL5, il y a une puissante antiépileptique, qui a fait ses preuves dans le syndrome de Dravet. Il faut que je vérifie si on peut être inclus à la fois dans l'essai fenfluramine et à la fois dans Candide. Ça, il faut que je vérifie, je pourrais vous faire remonter l'information. Moi, je vois pas de problème parce qu'il y en a un où c'est interventionnel et l'autre où c'est observationnel. Et parfois, la loi de bioéthique dit qu'on n'a pas le droit de conduire 2 essais en même temps. Mmh. Est-ce que les enfants qui sont suivis par vous sont prioritaires? Non. Non, Je non, non, je crois qu'on a i c'est vrai que, on peut en discuter, c'est très important. Moi, le but, c'est que les familles soient volontaires et que, c'est les enfants soient le plus en forme possible si toutefois, il y a des gros déplacements. Mon but, il est simple pour la communauté, c'est qu'on ait le moins de sorties d'études possible, et j'ai des patients qui sont très fragiles et je leur dirais: «Non, on le fait pas», et d'autres patients que je ne connais pas, mais que je pourrais rencontrer au cours de l'étude, et puis je dirais: «Bon, bah, il y a pas de raison enfin, moi, mon but, c'est qu'ils tiennent les 3 ans, en fait. alors j'ai une question, mais heu, ce n'est pas l'étude d'une molécule, hein. Mmh. C'est là, on parle bien de l'étude Candide, parce que j'ai une Ah bah question oui, sur, est-ce que c'est une base rapide? Mais non, non, c'est pas une non, il y a pas de molécule. médicaments. Non, il y a pas de médicament là. S'il y a moins 5 de pas que se passe-t-il s'il y a pas les 5 patients en France? Ah bah, c'est compétitif, hein, donc c'est d'autres pays qui vont les prendre. Mais il faut pas oublier que dès qu'on s'engage dans un essai, heu, le monde entier nous voit. C'est-à-dire que si on a 5 patients, le jour où il y aura une thérapie génique X ou Y, ou même si on les inclut le plus vite possible, ils diront: «La France sait se mobiliser». Donc ça fait partie des centres qu'on peut ouvrir facilement parce que c'est des bons élèves. Si toutefois on se retrouve avec une inclusion, ils vont dire: «Ah non, non, c'est pas un bon centre investigateur, la communauté ne sait pas se mobiliser, donc on fera les essais ailleurs, et si on prouve une efficacité, ben, on proposera aux autres pays». Ça, c'est très connu dans d'autres maladies, et ça, j'ai beaucoup l'expérience. C'est vraiment, c'est
et c'est une preuve de mobilisation d'une communauté, ces essais observationnels. Si on les fait bien, on a toutes les chances d'être éligible pour les essais thérapeutiques. Si on ne les fait pas bien, eh ben, on perd une chance énorme. Est-ce que le neurologue qui suit l'enfant doit être informé? Ah bah, naturellement. Naturellement et il peut être alors il est informé par la famille parce que c'est surtout ça. Si toutefois la famille ne sait pas comment le dire ou ne sait pas comment expliquer les choses, et ben, moi quand il me contacte et qu'il me donne le nom du neurologue, je peux dire: «J'ai rencontré la famille du petit, René Dupont et les parents souhaitent être inclus dans l'essai et donc je tiens à informer». De toutes les manières, moi je ne deviens jamais le médecin référent de ces enfants-là. Le médecin référent reste le médecin référent. Moi, je suis un investigateur pour Candide et médecin référent de mes patients. Mais là, précisément, on ne change pas de médecin référent quand on est inclus dans un essai. Est-ce que les CDKL5 qui ont une délétion peuvent être inclus aussi? Je Oui, pense que oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. toute, j'imagine que toute anomalie génétique, Ah, dans le touchant gène CDKL5, CDK5 touchant le CDK5 ex sont inclus. exactement. Est-ce que c'est qu'à la fin de l'étude Candide que la thérapie génique pourra être validée? Ah, c'est pas comme Non, ça que ça fonctionne. ouais. Non, en fait, non, c'est pas la question. La question, c'est que, s'il y a des traitements, on ne sait pas comment les évaluer correctement en dehors de compter les crises. Or, c'est pas du tout une finalité parce que, CDKL5, ça n'est pas qu'une encéphalopathie épileptique, c'est bien plus large que ça. Et le but, c'est quand on développe un traitement, en parallèle, il faut qu'on développe des échelles d'efficacité. De toutes les manières, il n'y a pas de thérapie génique disponible aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la question. Donc, c'est plus vite on a des échelles, mieux on se porte. Mais à la fin, peut-être qu'il n'y aura toujours pas de thérapie génique. C'est deux choses qu'on doit mener en parallèle, en fait. Combien de personnes y a-t-il combien y a de personnes CDKL5 y a-t-il en France de moins de 55 ans? Enfin, déjà, est-ce qu'on en connaît de plus de 55 ans? Moi, pas. Je Moi non crois que la plus. plus vieille, c'est 46 ans que je connais. Ouais, ouais, moi non plus. Et, Et, voilà, mais le nombre de CDKL5 en France, il y a une estimation? on n'en a pas la moindre idée, on essaye d'estimer comme on peut, mais en fait, tout le problème, c'est que il y a l'estimation de la Lulus Foundation qui disait 1 sur, je ne sais plus si c'était 25 000 ou 30 000 naissances, ce qui est énorme, hein, parce que ça veut dire qu'il y a 10 nouveaux cas par an, et ce qui est pas le cas, vous voyez. On n'a pas cette information. J'ai posé toutes les questions. Je pense ne pas en avoir oublié. Est-ce que le support de présentation nous sera envoyé? Tout L'idée, le webinaire a été enregistré, voilà. donc du coup, on aura une copie de tout ce qui s'est dit ce soir. On va en discuter de comment on vous le renvoie. Ouais, Voilà. l'idée, c'est que je pense que c'est mieux d'avoir un. Alors, les diapos, c'est vraiment des diapos vous voyez, d'ouverture de centre, donc elles sont très formelles et médicales. Il me semblait plus intéressant de vous présenter les choses avec mes mots, comme je peux parler à des patients, plutôt que de vous envoyer le diaporama qui, à mon avis, ne peut pas parler à des patients, c'est impossible. Oui, excusez-moi, vous Oui, m'entendez? On n'a pas fait la discussion. Par rapport à Céline qui fait plutôt des crises épileptiques nocturnes, mhm, comment on peut les évaluer? Parce qu'elles sont plus difficiles pour nous à déceler. mhm. Et bon, elles deviennent rares, mais malgré tout, elle en fait encore. C'est plus compliqué, quoi, je veux dire. Et de plus, elle est dans un centre Oui, elle et est dort pas chez vous en non, plus. en plus, non. Ouais. Là, c'est En plus fait, c'est la vraie complexité, c'est pas la nuit qui pose un problème, c'est l'évaluation, vous voyez? C'est qu'effectivement, un patient ou un adulte qui n'est pas avec ses parents, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ces échelles? Ça me paraît extrêmement compliqué parce qu'après, de toutes les manières, on mesure ce que les parents voient. Si un enfant fait 10 crises nocturnes et que les parents en voient une, et ben, on va considérer que c'est une, vous voyez? On va pas coller des EEG de 24 heures pour mesurer exactement le nombre. On va juste dire, bah, si les parents voient une, c'est une et c'est tout. Mais ce qui est plus embêtant pour votre fille, c'est surtout si elle effectivement, elle est interne, je vois pas bien comment est-ce qu'on va, faire l'étude. Après,
pourquoi pas, mais on va manquer beaucoup d'informations et je ne suis pas sûre que le personnel des centres va nous aider, à moins qu'il y ait un référent qui soit en or et qui connaisse votre fille par cœur, mais sinon, le plus souvent, ce n'est pas le cas. Oui, tout à fait. Merci pour votre réponse. Ouais. Alors, j'ai d'autres questions qui se sont apparues. Est-ce que c'est vous qui allez nous envoyer le mail à qui envoyer les candidatures? Ouais. Béatrice fait référence. Oui, en fait, Béatrice est infirmière coordinatrice. Béatrice, on va essayer ensemble de pas se charger trop voilà, on va réfléchir ensemble. Ce que j'ai fait pour d'autres essais, c'est qu'en fait, on met une boîte mail assez générique où on met contact@etudescdd@imagine.org ou gmail.org. Et donc, en fait, on va, via CDKL 5 Alliance, vous transmettre cette adresse mail en disant voilà, avant le 31 janvier ou alors à partir du 31 janvier, si vous êtes volontaire pour participer à l'étude, vous mettez vos coordonnées dans cette boîte mail et on vous contactera. Et donc, à ce moment-là, on les contactera les gens par ordre d'arrivée. C'est-à-dire que le premier qui va envoyer le mail, il va être contacté avant le deuxième, etc. Et on va probablement utiliser votre réseau de diffusion. Et on va vous mettre un mail où on va dire, voilà, à un instant T, je ne sais pas, on va dire le 15 janvier ou le 20 janvier, si vous souhaitez être contacté pour le screening, merci de nous envoyer merci de nous envoyer un mail, quoi, avec les coordonnées de l'enfant, etc. Justement, il y a d'autres familles qui rebondissent, puisqu'on a parlé de l'enfant qui ne dormait pas chez les parents, mais Oui. Quel est le problème? Est-ce qu'il y a un problème si les enfants sont dans un institut, en établissement? Pareil pour la surveillance de crise, il va falloir faire confiance à l'IME. Oui, mais enfin, ils sont tous en externat, les enfants. Enfin, la majorité, ils ne sont pas à domicile. Oui. Donc, non, ça me paraît la journée, ça me paraît évidemment très facile. Et on va effectivement voir l'évaluation. Enfin, le soir, ils rentrent avec un carnet de crise quand ils sont en IME. Certes, c'est pas aussi parfait que quand les parents les surveillent du matin au soir, mais on a quand même une bonne estimation de la fréquence des crises. Les IME, ils transmettent aux parents quand même. Vous allez prendre un enfant dans chaque tranche d'âge? Ah, j'aimerais, alors ça serait du luxe absolu. Non, je pense que je vais prendre ce que je peux. C'est-à-dire que les premiers arrivés, si j'ai 5 enfants entre 2 et 5 ans, je prendrai les 5 premiers. Hein. Je ne ferai pas. Est-ce qu'on pourra avoir le calendrier du déroulement de l'étude? Quand les familles, j'imagine, Oui. ils l'auront quand ils seront évidemment. inclus dans l'étude. Et c'est surtout que vous allez enfin, quand on est inclus dans l'étude, en général, on s'arrange pour que justement, dès l'inclusion, les familles aient les dates pour l'année, de manière à ce qu'on puisse, tout le monde s'organise, aussi bien les investigateurs que les familles, et elles savent que, je ne sais pas, le 10 mai, plus ou moins 10 jours, voilà ce qui se passe. Hein, Est-ce qu'il y a que les crises qui doivent être suivies par les parents ou il y a d'autres choses? Non, beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, il y a le sommeil, donc il y a une échelle de sommeil, c'est une échelle de comportement, l'échelle de qualité de vie, l'échelle de crise. Ah non, c'est quasiment tous les symptômes qui sont évalués par les parents. Donc, il faudra avoir des cahiers de toutes ces Et choses. les familles vont être formées et on va évidemment les assister, hein, c'est pas, mais on va, Donc, on aura voilà. beaucoup de cahiers, des tableaux. Des fiches, en fait, vous aurez Ouais. c'est des questionnaires qui sont accessibles, hein, c'est pas non plus le truc compliqué, hein, mais voilà, ça fait quelques petits devoirs pour des familles, oui. Et du coup, les établissements doivent aussi faire un retour sur tout ça. Donc, en fin de compte, Je pense qu'il faut pas, moi, je pense qu'il faut pas, je pense qu'il faut pas se prendre trop la tête parce que ça, c'est pas réaliste. Je pense qu'il faut faire comme d'habitude. C'est-à-dire, il n'y a pas de. Si les établissements sont. Si vous avez un établissement qui est relativement absent, qui ne dit pas beaucoup de choses, etc., on ne peut pas transformer un établissement qui communique peu en établissement qui communique beaucoup. On va faire avec ce qu'on a, vous voyez, et on prendra l'évaluation du week-end des parents. Vous voyez, les parents, ils connaissent bien leurs gamins, donc on va prendre ce que les parents nous disent. Et je ne pense pas qu'il faille absolument inclure l'évaluation de l'IME comme étant un truc hyper important, sinon on risque de perdre des parents volontaires avec une IME qui n'est pas volontaire, voyez.
je n'ai plus d'autres questions qui se sont écrites dans le chat. Donc, en pratique, ce que je pense bien, c'est que donc d'ici une semaine, 10 jours, je vais vous envoyer à vous et à Audrey une sorte de mail où je vais vous mettre en gros le contact, enfin comment procéder si on veut être screené. C'est-à-dire, voilà, je suis la famille de l'enfant et je souhaite être contactée pour le screening. Comment je dois faire? Et donc, comme ça, tout le monde va avoir la même procédure, c'est-à-dire, en gros, à quel mail il faut écrire et comment est-ce qu'on est screené si on souhaite être screené. est-ce que s'il y a des... Parce que là, on avait, du coup, on a la liste de toutes les personnes et leur mail. Donc là, toutes les personnes qui se sont inscrites à ce soir, on a les contacts, donc ça sera facile de les envoyer, il n'y a pas de souci, Ouais. on fera tout de suite ce retour. S'il y a d'autres familles dans l'association qui n'ont pas pu assister, on oui. Par exemple, aussi. si vous avez un site internet ou si vous avez un canal de diffusion qui est plus large que le mail, n'importe quand, hein, je ne sais pas, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, un réseau social. Bien sûr qu'il faut le diffuser. Enfin, moi, je trouve que c'est un principe d'équité pour toutes les familles. C'est pas parce qu'ils ne sont pas disponibles qu'ils pourront pas avoir envie d'être inclus dans cet essai. Comment peut-on suivre l'avancement des sélections? Est-ce que vous informerez les familles qui ne sont pas prises et naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que dès qu'on aura nos 5 inclus, moi, je vais revenir vers vous en vous disant, on a inclus les 5 familles, et ben maintenant, on va les suivre au fil de l'eau. Et donc, mais ce qui est aussi important, c'est que ce que j'aime bien dans cette idée, c'est de dire probablement aussi les familles qui veulent potentiellement être inclus dans l'essai fenfluramine, qui est un essai d'antiépileptique, et ben on va aussi on va les contacter à travers ce système-là. C'est-à-dire que l'idée, c'est je suis volontaire pour participer à des essais de façon générale, c'est la première question, et je suis volontaire pour participer à un essai d'antiépileptique. Et donc, en fait, en gros, je vais vous tenir informé de l'évolution, oui. J'aurais une On question. utilisera toujours cette liste. Oui, oui. Oui, qui me semble un peu compliqué à écrire, donc voilà pourquoi je souhaite prendre la parole. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'observation médicamenteuse, pardon. On va observer la maladie, dresser un portrait de la maladie. Ce portrait a déjà été réalisé par différentes études, notamment en Australie, où on a Absolument pas. Absolument pas. répondu à des questionnaires de je ne sais combien de pages qui traitaient du sommeil, de la qualité de vie, du nombre de crises, des formes de crise, etc. Enfin bref, ça ressemble beaucoup aux éléments que vous allez regarder. Et ouais, c'est ça. En fait, je me demande, est-ce que déjà vous allez regarder un petit peu, vous inspirer de cette étude-là, et est-ce que ça ne fait pas un peu doublon avec ce qui a été fait au préalable? Alors, petit 1, je ne suis absolument pas investie, enfin, je ne suis pas à l'origine de l'étude Candide, je suis un des membres comment on appelle ça, un des pays qui va participer. Et l'enquête de l'Australie, c'était quelque chose qui était basé sur un reporting de famille, sans jamais voir les enfants. Et toutes les agences, que ce soit la VIE, la NSM, le MEA, a dit on ne peut pas l'utiliser, ça n'est pas une étude d'histoire naturelle parce que les enfants n'ont pas été vus. Les familles ont rempli des questionnaires, vous avez complètement raison, des choses qui sont chronophages, mais qu'on ne peut pas utiliser pour évaluer un médicament parce que par définition, quand on évalue un médicament, on voit les familles. Donc, effectivement, ça peut vous paraître doublon parce que vous avez fait tout le travail et c'est exactement les mêmes échelles, vous avez raison, mais ces échelles, elles ne servent qu'à faire des corrélations phénotype-génotype, c'est-à-dire dire quand j'ai la délétion, je ne sais pas de combien de paires de bases, c'est desquelles 5, je suis plus grave ou moins grave quand j'ai une mutation ponctuelle. Ça sert principalement à ça, les enquêtes australiennes. Et ça a été vrai pour RED, c'était vrai pour beaucoup d'autres choses, mais ça n'est pas du tout une échelle qui permet de mesurer l'efficacité des traitements. C'est pour ça qu'on a besoin d'études d'histoire naturelle. Ok, merci. Alors, j'ai 2 nouvelles questions. S'il y a plus que 5 familles intéressées, comment ça se passe? Je pense que il faut ça va être à négocier avec le promoteur. C'est-à-dire que si vraiment on a 2 familles, enfin on a nos 5 familles et qu'elles sont vraiment
elles sont prêtes à s'engager, etc., et qu'on en a 2 de plus, et qu'on est dans un recrutement compétitif, on peut très bien dire à l'investigateur, vous comprenez, l'Italie, il n'en a qu'un seul, et ben nous, on va prendre les 2 l'Italie, et à ce moment-là, parce que tout ça, c'est des financements, parce que vous imaginez bien que les familles, s'il y en a 2 de plus, et qu'il va falloir que financer l'hôtel, et toutes les investigations, c'est-à-dire c'est une enveloppe budgétaire qui doivent décaler d'un pays à un autre. C'est tout à fait négociable parce que le but, comme c'est un recrutement compétitif et qu'on veut aller le plus vite possible, si on a un centre qui a inclus 7, d'abord, c'est super chouette parce que ça veut dire qu'on a une communauté qui se bouge. Et là aussi, comme je vous disais, en termes de visibilité pour les essais thérapeutiques futurs, c'est énorme. C'est clairement quelque chose où on sera remarqué. Et on est déjà bien remarqué en France pour notre efficacité. Donc, je pense que c'est sûr que ce sera une très bonne nouvelle pour nous. Mais bien sûr que c'est possible, mais ça va être compliqué parce qu'on s'est déjà engagé sur 5 au lieu de 4. Et voilà. S'il y a des désistements, est-ce qu'il y a une liste d'attente pour revenir dans… Alors, ça, quand, en fait, ou quand il y a désistement, il n'y a pas de remplacement? Ouais, c'est ça l'horreur en fait. D'accord. En fait, pire que de pas inclure, il y a avoir inclus 5 patients et 3 se sont arrêtés au milieu. Ça, c'est très, très mauvais pour nous, ça. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que c'est encore pire. C'est-à-dire qu'en fait, on a une communauté qui se mobilise, mais qui ne tient pas jusqu'au bout. Et ça, c'est pire. Parce que comme on n'a pas les informations à la fin, et ça, on en a parlé justement à la réunion des investigateurs, c'est vraiment le pire qui puisse arriver. C'est-à-dire qu'il vaut mieux inclure moins et être sûr que les gens vont jusque 3 ans, plutôt que d'inclure 5 d'un coup, vite, et d'en perdre 3. Et quand on perd 3, on ne récupère pas, comme puisque votre question c'était si vous en perdez 3 au bout de 6 mois ou 9 mois ou même 1 an, on ne peut pas récupérer la place. C'est-à-dire que la place est définitivement perdue. Est-ce que vous savez en direct le nombre de personnes qui s'inscrivent par pays? On le sait pas exactement en direct, mais on a des reportings tous les 3 mois pour justement savoir si on a toujours la place. Parce que moi, tous les 3 mois, je saurais si j'ai pas inclus mes patients, où ça en est, ou au contraire, si j'ai inclus mes patients, mais que je veux aller prendre dans l'assiette des autres, voilà, si j'ai un centre qui traîne et que je vois que, je sais pas, en Allemagne ou ailleurs, ça traîne, je peux toujours à ce moment-là voir. Donc, il y a effectivement une veille des inclusions tous les 3 mois. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. C'est déjà bien. Oui, c'est très riche en questions. Oui, c'est chouette que les gens soient dynamiques comme ça. Donc voilà où on en est. Si je peux me permettre, et vous, Oui. quel est votre objectif en fait en termes de recrutement? En fait, là, si on se laisse 15 jours pour diffuser la vidéo à l'ensemble de la communauté de l'association ou pas, et que après on se met en contact, vous nous donnez le mail, vous vous laissez combien de temps en fait avant l'été, vous pensez avoir Ah oui. fait votre recrutement, c'est ça? Ou en Je pense avril? qu'avant Que vous pas parliez d'octobre? pas qu'on a screené les 5. Parfait. Le but, c'est screener le plus vite possible pour avoir les 5 qui commencent. Et une fois qu'on les a screenés, en fait, après, on peut toujours dire, voilà, lui, on le screen en février, et finalement, il fera sa première visite fin mars, par exemple. On a un délai entre le moment où on screen et le moment où on inclut. Donc ça, on a ce petit délai-là. Mais le but, c'est d'avoir sélectionné les patients et les familles qui sont volontaires. Hein. Donc, le message à passer à la communauté, c'est à partir du moment où sont ouvertes les inscriptions, et si on est très motivé et sûr de nous, oui. y aller tout de suite. Oui, exactement. OK. Du C'est coup, ça le message qu'il va falloir qu'on passe, nous, aussi, quand on va mettre la vidéo pour tout le monde, c'est qu'à partir du moment où on va envoyer le mail de contact, il faut qu'il soit réactif. C'est important. Ouais, exactement. Oui, c'est sûr. C'est le principe du premier arrivé, premier servi. Hein. OK. Ça va être ça. C'est comme ça que tous les essais de thérapie génique sont faits dans le monde maintenant. C'est une boîte mail qui est ouverte, le premier arrivé, le premier servi, et on fait une liste. On dit OK, celui-là, il a répondu à 18h05, l'autre, il a répondu à 20h05, mais il est numéro 2, l'autre 23h, et l'autre 2 jours plus tard, il est après. OK, merci. Du coup, les autres pays peuvent nous prendre aussi des places? Naturellement. Ça s'appelle un recrutement compétitif.
Pour le screening, vous rencontrez enfants et famille? Ah oui, oui, Non, oui, pas oui. que la famille, enfants et Ah famille. oui, bah ça, oui, ça, oui, 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 oui. Voilà, c'était les 2 autres dernières questions. Si Bah, écoutez, merci beaucoup, hein. oui, C'était très, très, très intéressant, assez enthousiasmant d'interagir avec vous. Donc, bah, oui, la balle est dans mon camp pour vous donner maintenant les modalités précises. Naturellement, s'il y a des questions qui remontent, bah, vous n'hésitez pas, hein, vous pouvez me les oui. renvoyer, je peux répondre, on peut répondre Béatrice et moi, ça va être, voilà, sera un plaisir de vous donner toutes les informations. Et puis notre but effectivement, c'est que ça avance et que, enfin, encore une fois, effectivement, c'est pas un essai de médicament, donc le bénéfice individuel pour les familles, bah, il n'est pas forcément aussi visible que quand on essaye un médicament. Mais je pense qu'en termes de visibilité de communauté, c'est énorme de pouvoir montrer qu'on peut se mobiliser et participer à une étude, et surtout une étude qui est financée par la fondation. Donc c'est vraiment quelque chose où on va être clairement regardé. Alors, j'ai 2 autres petites questions. La première visite est à Necker. Ah oui, Oui. Les oui. participants à l'étude Candide seront-ils prioritaires pour les tests de traitement? Potentiellement, j'ai envie de vous dire, potentiellement oui, mais clairement, quand il y aura des essais, on va refaire la même démarche, c'est-à-dire qu'on va toujours dire premier arrivé, premier servi, parce que c'est c'est, hum, c'est très difficile c'est très compliqué de sélectionner les familles en disant, voilà, comme il a fait un essai, 2 essais, 3 essais, il va faire un quatrième. Je pense que pour moi, c'est la volonté de participer à un essai, c'est à chaque essai, on se repose la question. Naturellement, enfin, j'ai envie de vous dire, quand on a une famille super fiable qui a fini un essai et qui l'a fait de A à Z, eh ben, on sait qu'on peut compter sur elle et ce sera le risque de drop-out. Dans ma tête, je sais que c'est pas une famille qui va s'arrêter au milieu en disant on est fatigué, quoi. Donc c'est clair que, mais ça, c'est humain de dire ça. Mais dire après, ils sont prioritaires parce que ça c'est plus compliqué. C'est pas très, voilà. Petite question, l'étude sur les enfants CDKL5 aux États-Unis qui sont plutôt les hauts potentiels, Oui. il y a des possibilités pour la France ou pas du tout, ça restera aux États-Unis? Oh non, 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 enfin, j'ai fait partie du brainstorming et naturellement enfin, on est totalement investigateur. On Non, est, là, oui, pas la Candide, mais l'autre étude mais on est bien d'accord. Cette pour, étude, elle est en France pour les hauts potentiels, les atypiques, ce que vous appelez comme vous voulez. C'est oui. clair que ces patients-là, on est aussi intervenant que les États-Unis, hein. Et du coup, si on préfère faire la haut potentiel que la Candide, on peut choisir ou? Bah, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout ni montée, ni financée, ni rien. Elle n'est pas encore arrivée. Moi, je pense D'accord, elle qu'il n'est faut pas faire arrivée Candide. encore. Il faut faire Voilà, moi, Candide. je pense qu'il faut faire Candide parce que Candide, eh ben, c'est la photo de toute la population. Donc, Est-ce comme la que population, oui, pour Candide, on fait une étude génétique, on regarde le trouble génétique ou pas? naturellement, mais on le refait pas, on n'étudie pas le mécanisme, on reporte la mutation simplement. D'accord. On n'essaye pas de. Le but, c'est de dire voilà, la mutation a été identifiée dans le cadre du soin, et donc on la reporte comme étant voilà, et après on ne fait rien avec. D'accord. Il n'y a pas de prise de sang. Non, Non. non, 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 aucune, rien, rien, rien. Peut-être qu'il serait intéressant à un autre Oui, moment de refaire un autre petit webinaire si vous êtes d'accord pour Bien justement sûr, expliquer un petit peu les études qui sont en cours comme cette oui, étude-là, parce que là ce soir peut-être qu'on a oui, tous ouais, des priorités, des choses à oui, faire, mais c'est vrai qu'il y a absolument. la oui, parce communauté, il y a des questions qu'on qui arrivent juste sur ça, sur les hauts potentiels. Ah oui, bien Aussi, sûr. peut-être que l'essai de la fenfluramine, peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Et c'est vrai que si on Ouais, peut, juste après, on va ouais, dire la ouais. phase de création de cette boîte mail, peut-être se refaire un webinaire sur les mises à jour Oh, au complètement niveau de ce d'accord. qui se passe des études et des différents traitements. Ça peut être intéressant pour mettre au courant tout le monde, en Ouais, fait. je suis complètement d'accord. Encore une fois, moi, mon idée, c'était de commencer ce cycle de webinaire en vous disant, voilà, dès qu'il y a une actualité,
eh ben, on se mobilise et puis en fait, très rapidement, on peut, voilà, en prenant 1 heure pour vous expliquer les actualités. Effectivement, les actualités, je pense que la prochaine actualité, à mon avis, c'est la fenfluramine. La prochaine actualité, ça va probablement être l'étude sur les hauts potentiels. Et dès qu'il y a quelque chose, moi, j'hésiterai absolument pas à vous montrer ce qu'il y a à savoir et ce qui est important de savoir. Donc, mais effectivement, pas tout mélanger parce que ce serait dommage. Voilà. Et les familles vous remercient également. On a des Oui, messages il y a qui arrivent, beaucoup de remerciements. Voilà. Et une dernière question, c'était, il y a quelqu'un justement qui connaît pas qui voudrait savoir la différence entre l'étude des hauts potentiels et l'étude candide. Et on finira sur cette question. Bah, c'est pas parce du que tout la c'est même vrai chose que en fait. oui. Voilà. Mais en fait, c'est vrai, Et on va puis, en reparler, les sélectifs aussi dans les profils des enfants. Là, j'ai pas compris votre question. Non, mais pour les hauts potentiels, il y a un profil d'enfant très particulier. Oui. Elle En n'est fait, pas ouverte à On va voir tous. ça une autre fois, Sarah. Ouais. Ouais, on en parlera, mais c'est pas du Mm. tout, voilà, c'est pas les mêmes Oui. malades de toute façon. Donc voilà. Ok, ben, on vous remercie Un énormément. grand merci. Ouais. Et puis, Je suis ravie. et Et puis à une prochaine fois. Et puis on reste en contact de toute façon. merci. Donc vous avez plein de merci de toutes les familles. Merci beaucoup. Et merci à tous. Hein. Merci pour votre confiance. Merci à vous. Et à très bientôt et bonne année à tout le monde. Hein, parce qu'on s'est pas Merci. fait, mais voilà. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.